minutes, il va falloir être bon. 30 minutes, il va falloir être bon. Non, mais je comprends. Ça va falloir être assez vigilant parce que ça va passer tout à l'heure. C'est vite. Ouais, parce que ça fait long, moi, c'est un peu avant. Ouais, ouais, c'est bien. Bon, ça montre que c'est un sujet déjà qui intéresse les gens. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est bien. Bon, déjà, c'est très salué. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, très bien. Ah tiens, ouais, stop. Oh, pression supplémentaire qui bosse. Stop. Quand c'est tombé, c'était vrai, tout va bien. Quand c'est tombé, c'est vrai, ça fait ça. C'est une phrase que je perds la suite. Ah, tu dis que Parce qu'il va juger. il est bon l'alimentation. Ouais, il est pas forcément ça. Et puis c'est pas ça. Je suis le monde de Ouais. Mais après, ça permet aussi, voilà, c'est encore un petit peu plus. Apparemment, il arrive. Je crois qu'il m'a fait un signe de la tête. C'est qui? Je la connais, mais je sais pas qui c'est. Ah, c'est mon gars. Ouais, ouais, c'est bien. Le fournisseur, à peu près, ils avaient dit que 50 personnes. Donc, c'est pas ce que ça fait, en réalité. Merci, rien. Merci beaucoup. Ouais, c'est bon. C'est bien. C'est bien. Mets-toi devant. On va attendre. On va attendre peut-être encore 5 minutes, 5 secondes.
Benoît et Evan. On va y aller. On peut débuter? Je pense que oui. Allez, on y va. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, on est ravis que vous soyez aussi nombreux en cette période de Covid et malgré les différentes restrictions gouvernementales. On avait fait un pari avec Benoît d'ailleurs. On s'était demandé s'il y allait avoir plus de 5 ou 10 personnes. Et bien effectivement, on est presque à salle comble. Donc merci pour votre présence. Merci de venir nous écouter en tout cas et participer à ce conseil d'experts autour de la nue propriété avec un thème que vous pouvez voir inscrit juste ici, sécuriser aujourd'hui, optimiser demain pour la nue propriété. Et donc je vais tout de suite commencer par nous présenter. Je vais remercier Benoît Perusset, qui est responsable du développement aujourd'hui chez Eternam, société de gestion immobilière, filiale du groupe Cyrus. Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Et donc je me présente moi-même, Evan Delmas, responsable du développement commercial chez NuProSelect, société spécialisée dans le montage et la commercialisation d'opérations en démembrement de propriété. Et je vous propose de commencer tout de suite. Et je vais faire une petite manipulation très simple. Voilà. Ce qu'on peut peut-être commencer à dire, par dire en introduction, avant que Kevin rappelle très brièvement le principe de la nue propriété, c'est que voilà, on a essayé de vous préparer un thème aujourd'hui qui sortira simplement d'une redite, on espère, de ce que vous pouvez entendre sur la nue propriété et d'apporter des éléments nouveaux, en tout cas pour vous, ou des éléments d'aide en tant que CGP. Tout à fait. On va commencer tout de suite avec un rappel tout de même du schéma du démembrement. C'est la base de notre discussion aujourd'hui. Donc le démembrement de propriété, qu'est-ce que c'est? C'est la séparation d'un côté de l'usufruit. Donc l'usus, c'est le fructus, la possibilité d'user du bien et d'en percevoir les fruits, qui va être détenu dans un cadre temporaire par un bailleur institutionnel, un bailleur social, pour une durée qui généralement est située entre 15 et 17 ans. Et de l'autre côté, la nue propriété qui va être acquise par un investisseur privé pour une durée également temporaire de 15 à 17 ans. Donc ça permet aux investisseurs d'acheter un bien aujourd'hui dans un secteur plutôt prime avec une décote intéressante. Et puis au bout des 15 ans, au bout des 17 ans, eh bien, ils récupèrent la pleine propriété en espérant bien évidemment réaliser une plus-value. Et on en reviendra tout à l'heure sur justement le traitement des plus-values et les possibilités au terme qui peuvent y avoir au terme de cet investissement. Alors donc cette conférence, donc ce débat s'intitule Sécuriser aujourd'hui, optimiser demain. Donc on voudrait dans un premier temps déjà aborder les éléments que pourrait représenter en termes de sécurisation pour un investisseur dans un premier temps, donc aujourd'hui, la nue propriété. Et on va commencer tout de suite en tranchant dans le vif. Est-ce que déjà le fondement même de la nue propriété pourrait être dans le futur remis en cause ? Et effectivement, contrairement à d'autres aspects et d'autres investissements liés à des lois fiscales, eh bien la nue propriété, le démembrement de propriété, dépend tout simplement du Code civil. Donc ça nous assure une certaine pérennité, et notamment l'article 544 du Code civil que vous pourrez trouver très facilement, j'en suis sûr, qui nous indique que l'on peut disposer et jouir des choses de manière la plus absolue sans aller à l'encontre des lois et d'en faire un usage prohibé. Et donc vous avez la possibilité de jouir du bien, d'être propriétaire du bien, en pouvant également démembrer, c'est-à-dire que ces usages, ces droits réels immobiliers, qui sont l'usus et le fructus et de l'autre côté l'abusus, peuvent être démembrés et utilisés séparément. Donc voilà pourquoi on est sur un sujet qui ne dépend pas d'une volonté politique, puisque aujourd'hui le démembrement, comme vous pouvez le voir, ça dépend du Code civil et ça nous assure une certaine pérennité de l'investissement pour votre investisseur, puisqu'aujourd'hui certaines lois fiscales, entre autres le Pinel, on ne sait pas sur combien de temps ça peut être réédité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui de la nue propriété. Et peut-être que Benoît, tu as quelque chose. Oui, mais en fait, la nue propriété, c'est pas en soi un avantage fiscal ou une niche fiscale, au sens où on pourrait l'entendre. Et on va dire, un de ses atouts, c'est de pouvoir donc récupérer une pleine propriété pour une mise de fonds investie en nue propriété bien inférieure, sans avoir à payer, en tout cas, d'imposition sur ce gain de valeur. La raison est très simple, c'est parce que vous vendez une pleine propriété reconstituée, vous êtes censé rétroactivement, donc juridiquement, avoir acquis la pleine propriété au départ. Donc ça ne dépend absolument pas d'un schéma fiscal. La fiscalité se calque sur ce qui existe sur le droit des biens, ça existe depuis 2000 ans. Donc ce n'est pas un schéma qui, à proprement parler, peut être amené à être remis en cause. Tout à fait.
On va continuer aussi sur un sujet qui est très important, qui est le marché de l'utilisateur et le risque utilisateur. Et Benoît va nous exposer un petit peu quel est ce risque utilisateur et en quoi la nue propriété ne supporte pas ce risque utilisateur. En fait, le Covid a vraiment mis en avant l'aspect utilisateur, l'aspect besoin de l'utilisateur sur tous les segments immobiliers, puisqu'on a pu le voir, donc l'hôtellerie a été impactée brutalement. Mais quand ça redémarre, donc après le confinement, on s'aperçoit que selon les besoins utilisateurs, les segments de marché de l'hôtellerie sont touchés différemment, puisque l'événementiel, par exemple, ou le luxe ont beaucoup de mal à redémarrer, contrairement à l'hôtellerie sur le segment économique. Donc on voit que selon le besoin de l'utilisateur, le résultat est différent. Ça a un impact, en tout cas accélérateur, sur des tendances de marché qu'on observe depuis quelques années, notamment le commerce en ligne, qui a fait du mal au commerce de proximité, au commerce traditionnel tel qu'on l'entend. Donc ça a accéléré une tendance déjà existante au bénéfice de la logistique qui, elle, en profite. Et puis, ça pose des questions aujourd'hui sur le besoin de l'utilisateur, sur le marché des bureaux, liés notamment au télétravail, par exemple, à l'éloignement des salariés, et puis ça en pose sur le marché résidentiel, puisqu'on voit un certain nombre de particuliers aujourd'hui s'éloigner parfois du centre pour acheter plus grand ou des pavillons à la campagne, même si il est encore beaucoup trop tôt pour savoir sur ces deux marchés, en tout cas du bureau et du résidentiel, si c'est l'amorce d'une tendance de fond durable ou si c'est un phénomène qui est purement épidermique et donc du coup seulement conjoncturel. Alors l'avantage de la nue propriété, c'est que comme c'est l'usufruitier qui va percevoir les loyers, qui va être en rapport avec l'utilisateur final, le locataire, l'investisseur, donc l'acquéreur d'une nue propriété, ne fait pas face à ce risque utilisateur, c'est-à-dire un éventuel changement des besoins de l'utilisateur. Oui, tout à fait, puisque aujourd'hui, c'est vraiment le bailleur social en réalité qui va porter ce risque et donc votre investisseur est totalement couvert contre ce risque utilisateur et la volonté même d'un locataire qui serait mis en place sur un autre type d'investissement classique locatif. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, est-ce qu'on parlait de sécuriser, est-ce qu'on prend un risque, Even, en fonction du type d'usufruitier qu'on peut avoir en réalisant une acquisition en nue propriété ? Alors c'est vrai qu'il faut aussi, dans la nue propriété, vérifier forcément la solidité des intervenants, et c'est là où, notamment du ProSelect, on intervient, c'est vérifier les usages et la solidité, notamment du bailleur institutionnel. Ce qu'il faut savoir, aujourd'hui, je vous ai mis, avec Benoît, on vous a mis un petit schéma pour vous expliquer comment on arrive à faire aujourd'hui du démembrement de propriété, et c'est simple, vous avez en haut de la pyramide, Action Logement, qui est le collecteur du 1% patronal, qui va collecter et récupérer les cotisations des différentes entreprises pour pouvoir les redistribuer sous forme de prêts aux différents bailleurs sociaux. Et ces prêts, ces bailleurs sociaux vont les utiliser pour créer du logement, réhabiliter du logement et pouvoir loger les salariés des entreprises cotisantes. Donc on est aujourd'hui sur un cercle vertueux. Et vous savez très bien que la volonté aussi de l'État, c'est de construire du logement. Et le logement social, aujourd'hui, où vous savez, plusieurs villes sont en carence de logements sociaux, le démembrement va pouvoir intervenir à ce stade-là en rentrant dans l'article de l'article 50 de la loi SRU qui nous oblige à faire du logement social dans certaines communes. Les logements sociaux qui vont être créés en démembrement de propriété vont rentrer dans cet article 50 de la loi SRU. Donc les villes vont pouvoir utiliser le démembrement de propriété pour créer du logement social. Alors, logement social, ça veut tout dire et rien dire, puisqu'aujourd'hui, on sait pertinemment que certains investisseurs pourraient être un petit peu réfractaires quant au mot social. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe différents types de logements sociaux, différentes catégories de logements sociaux, et notamment, vous avez en premier étage, on va dire, le PLAI. Le PLAI, aujourd'hui, c'est destiné à des personnes qui disposent d'un revenu de moins d'à peu près 16 000 euros. Nous, on ne propose aucune. Il y a très peu de logements qui sont faits avec des locataires type PLAI. Je crois qu'on en a eu à peu près 7 ou une petite dizaine sur l'année 2019, donc c'est très peu. Et donc, vous le voyez que la sécurité des locataires, elle est quand même importante. Le PLUS, là, c'est une catégorie de locataires qui est un petit peu plus, qui dispose d'un petit peu plus de revenus. Là, on est sur à peu près 27 000 euros pour un foyer de 2 personnes. Pareil, on ne fait aucun logement démembré avec ce type de locataire en place. On va plutôt passer sur des locataires qui ont des revenus plus importants, type PLS, où là, vous voyez, pour un couple, on est à peu près à 36 000 euros
en revenu fiscal de référence. Et même, on peut créer du logement intermédiaire. Là, on sort carrément du titre social. Le logement intermédiaire, c'est à peu près l'équivalent du Pinel, où là, on a des revenus de l'ordre de 57 000 € pour un couple. Donc, vous voyez que le caractère social et ce qu'il pourrait effrayer, on va dire, les investisseurs, eh bien, cet argument va permettre de démonter, on va dire, l'objection des différents investisseurs. Il y a une certaine sécurité quant aux bailleurs sociaux et on s'assure, quoi qu'il arrive, dans chacune des conventions de démembrement, qu'il y ait une remise en état à la fin du bien, qu'il y ait une gestion du locataire en cas de sortie du locataire au terme du démembrement. Et vous le voyez qu'au-delà même des bailleurs sociaux, on va vérifier également les comptes financiers, les bilans des différents promoteurs avec qui on travaille. En tout cas, voilà pourquoi le démembrement, ça paraît être un investissement qui est assez sûr au niveau des intervenants. Alors Benoît, tu vas peut-être nous dire un petit peu comment repérer, on va dire, le cœur de cible et les clients destinés à la nue propriété et surtout, quels seraient les facteurs à identifier pour pouvoir proposer de la nue propriété à certains clients. Alors, à qui s'adresse la nue propriété ? Clairement pas à tout le monde, même si on va dire que l'offre sur le marché tend à démocratiser l'accès et Even vous montrera un exemple tout à l'heure, notamment sur du logement étudiant. Donc ça permet d'avoir beaucoup plus d'accessibilité pour les investisseurs en termes de tickets d'entrée. Ça ne s'adresse pas à tout le monde pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'horizon d'investissement, aujourd'hui tel que la nue propriété est montée, est long, puisqu'on parle d'un minimum de 15 ans avec des bailleurs institutionnels. 15 ans, c'est sans compter le délai de construction. Donc on est très très souvent sur des opérations où, par rapport à aujourd'hui, le délai de sortie pour l'investisseur est plutôt de 17 à 19 ans. Ce qui peut en tout cas ne pas correspondre à certains projets d'investisseurs. Ensuite, ça va dépendre des moyens également, puisque comme il n'y a pas d'effet de levier lié au locataire, donc contrairement à un bien immobilier traditionnel avec ou sans avantage fiscal, on n'a pas le locataire qui vient rembourser une partie du crédit ou fournir des flux. Donc c'est la nue propriété, c'est consommateur, si on le fait à crédit, à la fois d'épargne, donc de trésorerie mensuelle et de capacité d'endettement. Donc ça limite la possibilité de faire d'autres opérations. Et puis on va le voir, mais plus tard dans la deuxième partie, ça dépend également des objectifs de l'investisseur. Est-ce qu'on a un sujet de transmission ? Et surtout, est-ce qu'on souhaite sortir en capitalisation, donc, ou si on souhaite percevoir des flux ? Tout à fait. Et puis, on le verra, on y reviendra tout à l'heure, mais ça répond à différents objectifs. Et aujourd'hui, la plupart des investisseurs qui, en tout cas on l'a vu sur nos derniers chiffres, la plupart des investisseurs qui s'intéressent à la nue propriété, notamment, ce sont les expatriés. Pourquoi ? Parce que les expatriés aujourd'hui sont à l'autre bout du monde, ont généralement des revenus qui sont assez confortables, mais qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas le temps de gérer un investissement locatif classique. Donc voilà pourquoi ça peut être intéressant pour eux, pour les expatriés, d'acheter un appartement en nue propriété avec une forte décote, puisque la mobilisation de l'épargne est généralement possible pour eux. Et puis ça leur fait soit un pied-à-terre lorsqu'ils rentrent en France, ou en tout cas ça leur permet d'avoir un bien très patrimonial, parce que vous le savez aujourd'hui, la plupart des opérations en nue propriété se font dans des secteurs très cotés, très prime. Donc voilà pourquoi généralement les expatriés sont la cible parfaite pour un investissement en nue propriété. Et puis, bien sûr, ça répond à différents objectifs, suivant l'âge, suivant les revenus. Et vous le verrez tout à l'heure, notamment pour les plus de 60 ans, la nue propriété représente un réel outil de transmission et d'optimisation des droits de mutation lors des transmissions. De manière générale, on a observé également, au-delà des expatriés, que le cœur de cible pour un investissement en nue propriété, ça va être des personnes entre 45 et 55 ans, qui ont déjà fini de rembourser leur crédit pour leur résidence principale, qui sont généralement déjà passés par l'investissement locatif, qui en connaissent un petit peu les aléas, et qui préfèrent préparer leur retraite en achetant un bien qui est décoté, profiter d'une décote à l'entrée, tout en profitant de revenus complémentaires pour leur retraite à la sortie. Donc voilà un petit peu comment on peut cibler les clients pour l'investissement en nue propriété. Et puis, comme le disait Benoît, aujourd'hui, la nue propriété, ça tend à se développer, à s'ouvrir à un panel de clients beaucoup plus large, un panel d'investisseurs beaucoup plus large. Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on lance une opération à Villeurbanne sous forme de résidence étudiante qui est démembrée,
encadré. Donc vous achetez le bien, un studio d'une résidence étudiante avec un prix décoté de 38%. Et vous le voyez, un studio, c'est forcément une petite surface. Donc ça nous fait des tickets d'entrée assez intéressants autour de 74 000 euros. Notre grille de prix commence à 66 000 euros. Donc vous voyez que ça permet d'avoir un panel d'investisseurs beaucoup plus large, puisqu'on a tendance à croire que la nue propriété, c'est pour des personnes qui sont soumises à l'IFI et qui ont la possibilité d'acheter un bien à crédit à 180 ou 200 000 euros. Là, on vous prouve le contraire avec des biens notamment à de l'ordre de 75 000 euros. Et vous le voyez en termes de mensualité et de mobilisation d'épargne, on est à peu près à 320, 350 euros par mois. Donc, c'est pas non plus énorme. Alors Benoît, après tout ce qu'on vient de se dire, et puis surtout avec la conjoncture actuelle, est-ce qu'on peut estimer qu'aujourd'hui, l'investissement en nue propriété est intéressant ? Est-ce que tout simplement, c'est le bon moment d'investir ? Alors ça, c'est encore un autre sujet. Est-ce que c'est le moment d'investir ? Bon, c'est simple. Hein, les taux aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas, donc pour celui qui achètera à crédit, quand les prix de l'immobilier, par contre, de manière générale sur le territoire, sont élevés. Donc, s'agissant des taux bas, la fenêtre de tir est exceptionnelle, donc ça, vous le savez, ça n'a pas toujours été le cas et ça ne le sera pas toujours. Donc là, même si les conditions d'octroi du crédit se sont quand même fortement restreintes, et on espère que les acteurs bancaires les détendront donc dans les prochains mois, oui, clairement, en tout cas pour celui qui le ferait avec le levier de la dette, c'est le bon moment. Alors on peut se poser la question, par contre, quant au prix, est-ce qu'on doit attendre ou pas ? On a une conviction, nous, chez Eternam, qui est assez forte, c'est que vous n'avez pas un marché résidentiel français, mais vous avez en tout cas au moins 2, voire 3 marchés résidentiels. On va vraiment séparer Paris dans un premier temps, qui est un marché exceptionnel, des zones tendues, notamment des grandes métropoles, par exemple Lyon ou Bordeaux ou Lille ou Nantes, et ensuite le reste du monde, le reste du territoire. Et on a la conviction, en tout cas, que sur les 2 premières, donc Paris, métropole parisienne et les grandes métropoles, ce sont des marchés structurellement sous-offreurs, avec une dynamique, en tout cas, de demande qui, elle, est très forte. Et en tout cas, le gap, donc le fossé entre les deux, est beaucoup trop important pour qu'on puisse se poser la question, en tout cas, d'être craintif sur le fait de se dire, on a un risque à long terme de perte de valeur de l'immobilier. Et puis comme on vous l'a écrit sur le slide, on considère aussi que la nue propriété, ça représente un multiplicateur en cas de hausse de l'immobilier, et puis un amortisseur en cas de baisse, puisque, je ne sais pas si tu veux prendre la parole dessus et expliquer cette situation. En fait, c'est extrêmement simple, c'est le fait que, dans la mesure où vous investissez un montant moins important que le capital que vous récupérez à terme, c'est un multiplicateur à la hausse, tout simplement, parce que vous avez investi moins, et vous réalisez, par exemple, l'acquisition en nue propriété d'un bien pour 60, alors qu'il en vaut 100 en pleine propriété. Vous faites 120 à la fin, vous avez multiplié par 2. Contre, si vous aviez investi 100 pour aller à 120, vous gagnez beaucoup moins. Et si en cas de baisse du marché, votre bien acheté 60 qui ne vaut plus que, entre guillemets, 90 à la fin, on n'est pas parti de 100 pour arriver à 90, mais de 60. Donc mécaniquement, en tout cas, on a cet effet amortisseur en cas de baisse du marché, multiplicateur à la hausse, donc un effet protecteur quelque part par rapport au marché. Donc en termes, ce qu'on peut dire, c'est que sur cette première partie, peut-être conclure sur cette première partie, est-ce que la nue propriété apporte en tout cas des critères suffisants pour sécuriser l'investisseur aujourd'hui ? Oui, parce qu'on le voit qu'intrinsèquement, quant à son fondement en elle-même, ses atouts, ses principes peuvent difficilement être remis en cause. On est complètement couvert contre un risque utilisateur, en tout cas un changement de besoin de l'utilisateur. Et puis ça protège, comme on vient de le voir également, contre des éventuelles fluctuations de marché. Donc oui, clairement, c'est un instrument qui permet dès aujourd'hui de sécuriser un investisseur. Alors maintenant, par contre, c'est bien d'avoir dit ça, mais quelles optimisations pour demain ? Donc pour le terme, l'horizon, 15 ans, 17 ans, 19 ans pour l'investisseur. On va le voir tout de suite, et notamment, on en discutait, et Benoît l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, est-ce que la nue propriété, on peut considérer que c'est plutôt un produit de capitalisation ou de distribution ? Je te laisse expliquer le schéma rapidement, ouais, Benoît. Mais... Avant de répondre à la question, en fait, peut-être que vous le faites déjà, mais on peut présenter la nue propriété, en tout cas les atouts de la nue propriété à un client, sans même lui avoir expliqué le schéma, comme l'a fait avec les maisons découpées, comme l'a fait Evan tout à l'heure.
en expliquant à votre client, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, vous achetez de l'immobilier, encore une fois, neuf ou ancien, avec ou sans avantage fiscal. Donc il va vous distribuer un loyer, c'est-à-dire un flux. Sauf que ce loyer n'est pas net, puisque le revenu, donc le loyer de cet appartement étant représenté ici, il va subir des contraintes. Les contraintes, c'est quoi ? Ça peut être un plafond de loyer, je prends l'exemple de la loi Pinel, un plafonnement des loyers, on commence à le voir poindre dans certaines villes, et l'arrivée des écologistes va renforcer a priori cette tendance, on en parle notamment à Lyon par exemple. Donc ça, en tout cas, vous y ferez face, ou en tout cas, en tant qu'investisseur, vous allez devoir vous couvrir contre ça. Donc prendre des assurances, et ça coûte, donc ça va venir grever le loyer que vous percevez. Des charges également, puisque c'est l'entretien du bien et puis les travaux à payer donc dans le futur sur le bien. Et pour terminer, la fiscalité, vous le savez, est quand même assez lourde pour l'investisseur, puisqu'elle intègre des prélèvements sociaux un peu plus de 17%. Donc, ce qui fait que le gain net pour l'investisseur, rapporté au flux de départ qu'il avait, au flux brut, est quand même sérieusement amputé. Donc l'idée de la nue propriété, c'est quoi ? C'est qu'on va complètement changer la nature du profit que vous avez sur un bien immobilier. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un immobilier qui vous distribue un flux, mais qui subit des contraintes et qui est lourdement grevé, eh bien on va le transformer en capital. Donc le gain se fait en une seule fois à la fin. Donc voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, donc avec la reconstitution automatique de la pleine propriété. Et voilà, on le souhaite pour l'investisseur, une valorisation en plus. Donc je vais répondre maintenant à la question, est-ce que la nue propriété, c'est un produit de capitalisation de distribution ? Pour nous, c'est clairement un produit de capitalisation, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, celui qui investit en nue propriété a le souhait de ne pas subir de contraintes de gestion locative, de risques locatifs. Donc, s'il souhaite éviter tout ça aujourd'hui, c'est certainement pas pour dans 15 ans ou dans 20 ans, lorsqu'il sera encore plus âgé, avoir à le subir, donc en tout cas percevoir des revenus, des flux sur ce bien-là. Ensuite, on pense que c'est pas pertinent parce que, prenons l'exemple d'un appartement, par exemple, acheté 200 ou 250 000 euros au début des années 2000, qui a fait une belle valorisation depuis et qui peut être vendu aujourd'hui 600 ou 700 000 euros. C'est pas pertinent parce que ces 700 000 euros, donc soit vous ne pouvez pas le meubler parce que le marché ne s'y prête pas et le client sera lourdement imposé donc sur les revenus fonciers. Donc ça, c'est en plus des charges et des contraintes locatives. Quand bien même vous pourrez le meubler, on a quand même le problème de le gérer. Donc voilà, pour nous, c'est beaucoup plus un produit de capitalisation. Et puis, c'est pas pertinent non plus parce que vous ne diversifiez pas. Si votre actif a une valeur de 700 000 euros, vous avez meilleur compte de le vendre et de pouvoir disperser, de diversifier. Quand on est dans des moments comme aujourd'hui d'incertitude, ça le démontre bien, diversifier, c'est un des fondements de la gestion de patrimoine. Donc on entend souvent dire en immobilier, les règles de base, les fondements, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Aujourd'hui, on peut clairement affirmer diversifier, diversifier, diversifier. Et si c'est 700 000 euros, vous les répartissez sur, par exemple, très facilement, une allocation de SCPI, de l'allocation meublée, une assurance vie avec des retraits partiels, donc une assurance vie qui a été ouverte il y a plus de 8 ans. Donc en tout cas, il y a plein de solutions qui permettent aussi bien en termes de contraintes de gestion que de fiscalité, que de diversification, en tout cas de pouvoir... Nous, on est convaincus que la nue propriété, c'est un produit de capitalisation. En tout cas, ce n'est pas elle-même qui doit distribuer les revenus au final. Elle doit être arbitrée pour ensuite que l'argent soit, en tout cas, les fonds, les capitaux soient répartis sur d'autres solutions. Et en plus de ça, on peut revenir aussi sur le traitement de la plus-value, mais aujourd'hui, c'est un capital, au final, en cas de plus-value, qui va être relativement optimisé, puisque vous savez, en cas de plus-value au terme, la base de référence qui va être prise, c'est non pas le prix en nue propriété qui a été payé par l'investisseur, mais le prix en pleine propriété que valait le bien au moment où il a investi. Donc vous avez une grande partie, comme on le voit sur le schéma, une grande partie qui va être non imposable. C'est seulement la réelle plus-value qui va être imposée. Et en plus de ça, la nue propriété, eh bien, le démembrement va permettre de profiter des abattements liés à une détention classique d'un bien immobilier. Au bout de 15 ans, très précisément, eh bien, au bout de 15 ans, vous avez déjà un abattement sur l'impôt qui est de 60%. Donc au final, votre plus-value, elle est très peu imposée et donc ça permet d'optimiser justement le capital reçu en cas de revente et d'optimiser de manière diversifiée de la manière la plus optimisée possible. Alors
Alors on va revenir également sur les possibilités au terme du démembrement, même si je pense que vous les maîtrisez tous, mais vous avez différentes possibilités au terme. Vous avez la possibilité, comme on vient de l'évoquer, de vendre en profitant d'une plus-value qui est peu taxée, de diversifier. Mais vous avez également la possibilité, pour certaines stratégies, et c'est là où on revient également sur les stratégies tout à l'heure des investisseurs, de reprendre le bien pour l'occuper ou pour le louer. Donc ça peut être généralement, on entend beaucoup parler de la Côte d'Azur, des personnes qui veulent se créer un patrimoine sur la Côte d'Azur et d'en profiter à la retraite. Ça peut faire partie des stratégies des différents investisseurs. Et puis, il faut aussi se poser la question, en cas de coup dur dans la vie, si toutefois, eh bien, avant le terme du démembrement, un divorce, un décès intervenait, quel est le traitement et comment on peut revendre le bien surtout? Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aujourd'hui un marché secondaire qui est très limité, mais qui est très attractif. C'est-à-dire que lorsque vous positionnez un bien avec un démembrement restant de l'ordre de 8 ou de 10 ans, eh bien, vous avez un grand nombre d'investisseurs qui se mobilisent sur ce bien. Pourquoi? Eh bien, parce que la nue propriété reste très intéressante, mais comme on l'a vu et comme l'a très bien expliqué Benoît tout à l'heure, eh bien, c'est un horizon d'investissement qui est très long terme. Donc, quand vous positionnez un bien avec un démembrement temporaire qui est plus court, vous avez la possibilité de revendre très rapidement. Donc, ça reste un bien, un investissement qui est relativement liquide, en tout cas, sur le marché secondaire, même si aujourd'hui, il reste très faible. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est clair. Trop d'investisseurs aujourd'hui ont cette idée reçue qu'ils sont bloqués pendant 15 ans ou 17 ans. Non, c'est un produit qui est tout à fait liquide, effectivement. Les quelques reventes d'ailleurs qui se font sont liées à des accidents de parcours, des accidents de vie, mais la demande est extrêmement forte et quasi inexistante. Donc oui, en tout cas, ça s'arbitre très très bien. En revanche, il faut le préciser tout de même, si l'investisseur souhaite revendre son bien avant le terme du démembrement, et bien dans ce cas, le prix de référence qui va être pris pour le traitement de la plus-value, ça va être le prix en nue propriété qu'il a réellement payé, puisqu'il a acheté des droits en nue propriété et il revend des droits en nue propriété. Donc là, on considère eh bien, que le prix de référence, c'est le prix qu'il a réellement payé. Au niveau de la fiscalité également, et c'est l'un des avantages primaires, on va dire, de l'investissement en nue propriété, vous avez une neutralité fiscale et qui est, on l'a noté, intemporelle. Alors intemporelle, est-ce que le mot est juste? Je ne sais pas, puisqu'on est sur un démembrement temporaire de 15 ans, mais en tout cas, pendant toute la durée de ce démembrement, il y a une neutralité fiscale. Et pourquoi on l'a mis dans cette case « Optimiser demain » ? Eh bien parce que ça laisse une certaine liberté à vos investisseurs. Une liberté justement d'expatriation, avec une gestion, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est totalement neutre également. Donc vous avez cette neutralité fiscale pendant toute la durée de l'investissement et une certaine sérénité surtout d'investissement, une tranquillité de gestion qui, vous le savez, est tout de même primordiale aujourd'hui quand on voit les différents aléas qu'il peut y avoir et notamment le risque utilisateur qu'on a évoqué tout à l'heure. En fait, cette neutralité fiscale est due au fait, vous le savez, qu'on n'a pas de revenus, mais qu'on est également, que la nue propriété donc ne rentre pas dans l'assiette taxable au titre de l'IFI. Donc c'est vrai que la nue propriété n'apporte pas en soi d'avantage fiscal, mais pas de fiscalité non plus. Donc il est vrai que quelle que soit la situation future d'un investisseur et quel que soit l'endroit où il se trouvera sur la planète, et c'est pour ça que c'est un investissement, outre l'absence de gestion qui plaît beaucoup aux expatriés, c'est cette souplesse, en tout cas, d'utilisation dans le temps, vraiment cette sérénité que présente la nue propriété. Alors Benoît, on parle de tranquillité de gestion, on parle de sérénité, mais en réalité, est-ce que les conseillers en gestion de patrimoine, justement, ça n'élude pas un petit peu le lien qu'ils ont avec leurs clients? Est-ce que malgré justement toute cette tranquillité de gestion, on peut créer un lien avec son client tout au long du démembrement pour notamment, par exemple, refaire du business avec ses clients? Pour le CGP, par rapport à son client, l'atout principal, en tout cas, qui revient la plupart du temps lié à la nue propriété, c'est j'ai pas de SAV avec mon client. Et ça, au moins, j'ai vraiment une tranquillité par rapport à ça. Une fois donc que le bien a été livré, les clés ont été remises donc à l'usufruitier, c'est rendez-vous dans 15 ou dans 17 ans. Et ça, c'est un vrai confort. Par contre, le corollaire de ça, c'est oui, le problème, c'est que j'ai rien à raconter à mon client, j'ai pas d'histoire à lui raconter lorsque tous les 6 mois ou tous les ans, je fais un reporting avec lui. Ce qui, à mon sens, n'est pas juste, dans la mesure où on peut avoir plusieurs choses à dire. Déjà, le simple fait de reconstituer mécaniquement chaque année la pleine propriété
fait que vous allez prendre 2 à 3% chaque année. Donc c'est très simple, il suffit de multiplier ce pourcentage par le montant d'investissement et dire à votre client, voilà, vous avez gagné tant de milliers d'euros cette année mécaniquement par la reconstitution. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est qu'il est très facile. Sur Internet, on trouve donc des points, notamment sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites, donc des points marchés sur l'évolution, en tout cas des prix, très régulièrement. Donc c'est assez facile de pouvoir le présenter pour démontrer que dans tel ou tel endroit, donc les prix ont pris tant de pourcents ou au contraire évolué à la baisse. Et puis enfin, la reconstitution le remboursement du crédit pour celui qui aura emprunté, donc qui va débourser des flux donc, tous les mois, mais qui chaque année aura un enrichissement lié au remboursement de son crédit. Donc ça, ce sont des éléments, 3 éléments très concrets qu'on peut utiliser lors d'un reporting régulier avec un client. Pour finir sur cette deuxième partie, on va évoquer très rapidement la stratégie de transmission, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, on a un cœur de cible, les 45-55 ans, mais on a également les personnes un peu plus âgées, à peu près de 60 ans, à partir de 60 ans, qui utilisent le vecteur de la nue propriété pour optimiser la transmission. Et rien de plus parlant qu'un tableau aujourd'hui avec une comparaison. Vous le voyez sur la colonne de gauche, on a pris une acquisition en pleine propriété de l'ordre de 400 000 euros, avec une transmission profitant d'un abattement de 100 000 euros que vous connaissez et arrivant sur une valeur taxable de 300 000 euros. Donc là, c'est une transmission entre un père et son fils. Vous voyez que la valeur taxable est de 300 000 euros et qu'au final, les droits de mutation se portent presque à 60 000 euros, ce qui est relativement élevé. Au contraire, si l'investisseur avait acquis la nue propriété de ce bien, là on prend un exemple de 15 ans à 60%, la nue propriété aurait représenté un investissement de 240 000 euros et vous allez voir que les droits de mutation sont beaucoup moins élevés. Pourquoi ? Puisque vous avez un barème fiscal du Code général des impôts qui nous propose et qui nous oblige à calculer la valeur de l'usufruit suivant une durée temporaire. Quand la durée du démembrement restant représente entre 0 et 10 ans. La valeur de l'usufruit représente 23% de la pleine propriété. En revanche, lorsqu'il représente entre 10 ans et 20 ans de démembrement restant, dans ce cas, on est dans 2 tranches de 10 années, et donc l'usufruit représente 2 fois 23%. Et à l'inverse, la nue propriété, 54%. Donc vous le voyez, si on fait 54% des 400 000 euros, on voit que la valeur est de 216 000 euros, la valeur fiscale. À cela, vous enlevez l'abattement des 100 000 euros, et on se retrouve sur une valeur taxable de 116 000 euros. A contrario, en PP, on était à 300 000 euros. Donc vous voyez qu'au final, les droits de mutation sont quasiment 3 fois moins élevés que la transmission d'un bien en pleine propriété. Et voilà pourquoi on a pas mal de stratégies d'investissement, notamment sur des opérations comme Villeurbanne, à des tickets de 75 000 euros. Eh bien, on a des personnes qui achètent un appartement, 2 appartements, 3 appartements pour transmettre directement le bien à leurs enfants par la suite. Et ça permet de changer de stratégie de transmission, puisqu'on entend pas mal parler des contrats d'assurance vie. Là, c'est une autre stratégie, notamment pour les personnes qui sont assez friandes d'immobilier. Là-dessus, ce qu'on peut ajouter également, me poser une question, est-ce qu'il est pertinent d'introduire, en tout cas d'acheter la nue propriété dans le cadre de cette transmission via une société, donc que ce soit une société civile transparente ou au contraire donc à l'IS. D'un point de vue purement objectif transmissif, oui, c'est un excellent outil donc pour ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que selon qu'on va acheter, qu'on va acquérir donc la nue propriété en payant au comptant ou via un crédit, les répercussions ne seront pas du tout les mêmes. Puisque si vous le faites via une société civile à l'IR, donc transparente, que vous le faites avec du crédit, très bien, vous aurez une valeur de part à déclarer donc à l'IFI qui sera nulle puisque vous allez faire donc le montant acquis, la valeur de départ sera de 0 puisqu'elle correspondra au montant acquis moins le montant du capital restant dû sur le crédit. Par contre, si vous l'achetez comptant, donc via cette société civile, à l'IR par exemple, vous allez donc retenir pour l'IFI la valeur départ, donc sera celle du montant du bien, mais vous allez être, vous, en tant qu'investisseur, plein propriétaire de part d'une société qui certes détient un bien qui est en nue propriété, mais ce qu'on va regarder, c'est que vous êtes plein propriétaire des parts. Cette transparence fiscale qu'on connaît via la société civile, donc à l'IR, elle vaut pour les flux, mais elle ne vaut certainement pas pour la taxation à l'IFI. Et de même, si vous l'achetez si vous réalisez l'acquisition via une structure à l'IS, vous ne pouvez pas mettre 100% ou même 90% de l'apport en compte courant d'associé
et mettre seulement 10% en capital, parce que vous le savez, depuis très peu de temps, maintenant, tous les montages qui sont non plus à but exclusivement fiscal, mais principalement fiscal, peuvent être mis en cause. Donc, on encourt ici le risque d'un abus de droit. Donc, dès lors que vous êtes dans le cadre d'une transmission, mais que vous investissez donc comptant, via une société, d'accord, mais par contre, vous subirez le contre-coup IFI, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'exonération d'IFI. Voilà. Alors peut-être pour conclure, Even, parce que l'heure tourne et on nous fait signe. Donc, quel avenir pour la nue propriété ? C'est un dispositif, en tout cas c'est une solution, la nue propriété, qui répond déjà à un besoin de marché, puisque dans les zones tendues, on est structurellement sous-offreur, donc ça répond à une véritable demande. Et puis, politiquement également, puisque les monteurs d'opérations, comme NuProSelect, travaillent avec des opérateurs, notamment sociaux. Ça répond à un besoin, un enjeu de société aujourd'hui. Maintenant, quant aux investisseurs, quant à cette demande également, on voit que les nombreux atouts, et c'est un marché aujourd'hui qui est quand même assez restreint, font que là, la demande est loin d'être satisfaite. Donc, on pourrait préciser que c'est un marché vraiment de niche, puisque c'est moins de 2000 lots par an, le marché de la nue propriété. Donc, c'est vraiment epsilon, c'est rien du tout, c'est moins d'une dizaine d'acteurs. Et donc, on peut souhaiter qu'elle se démocratise, même si certains acteurs ont émergé, on va dire, ces derniers temps sur le marché. Il y a vraiment encore de la place. Et on peut souhaiter que ces acteurs, par leur créativité, comme commencent à le faire certains, en tout cas, arrivent à trouver des solutions pour réduire certaines contraintes de la nue propriété, comme la durée. On voit notamment émerger des montages en usufruit locatif social qui apportent un peu plus de souplesse sur la nue propriété et qui devraient en tout cas pouvoir vous apporter d'autres atouts et d'autres facilités. Usufruit locatif libre, usufruit locatif libre, pardon. Avec un usufruitier du coup privé, ce qui permettrait de réduire les durées de démembrement, puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on a un bailleur institutionnel, un bailleur social qui prend l'usufruit, on est sur une durée minimale de 15 ans, c'est réglementaire. Et comme disait Benoît, aujourd'hui, le marché de la nue propriété tend à se démocratiser, et on vient de voir justement dans cette présentation qu'on essaye en tout cas de rendre la nue propriété accessible à tous, que ce soit par la nue propriété en résidence étudiante démembrée, et on a certains acteurs sur le marché également qui se développent et qui proposent des investissements en démembrement de propriété optimisés au déficit foncier, donc là qui cumulent un avantage également fiscal. Merci en tout cas pour votre présence, on espère qu'on a été très clair. On est au stand H13 chez NuProSelect, si toutefois vous souhaitez poursuivre cette discussion avec nous, on se fera un plaisir de vous recevoir. Merci à tous.